Après la fin mouvementée de ce qu'on nommera difficilement une nuit, nos aventuriers repartirent sur les chemins en direction d'Arbonne. Évrard avait encore du tonifiant à donner aux chevaux, et comme il l'avait annoncé, à cette vitesse, il serait arrivé le soir même, peut-être avant. Et qu'est-ce que ça change, ces xylomachins? S'ils se répandent dans une ville, nous sommes mal. Bah, y a bien des soldats pour s'en occuper. C'est bien ce que je dis. C'est moi qui vais devoir faire tout le boulot. Louette plaça sa tête entre les deux hommes. C'est dangereux, les xylothermes? Xylothermes. Non, c'est pas très dangereux, et de toute façon, ils ne quittent que rarement les caves où ils vivent d'habitude. Quelqu'un a dû prendre leur place. Il ajouta plus bas. Probablement des gobelins, ou pire. Pire? Demanda Silienne, qui commençait à s'habituer au chaos de la route et vomissait moins souvent. Des orques, par exemple. Walco se tourna vers la sirène. Ça ne te dit rien? Elle haussa les épaules tout en se curant le nez avec un de ses tentacules. Il y avait 2 petits clans d'orques il y a longtemps, mais notre matriarche les a exterminés, répondit-elle fièrement. Alors ce sont peut-être de nouveaux orques, générés par les dieux, ou c'est encore autre chose? Ces derniers mots jetèrent un froid. Autre chose que des orques, et pire, cela n'annonçait rien de bon. Leurs craintes furent confirmées quand ils arrivèrent en vue d'Arbonne. Une colonne de fumée se dégageait de la ville, sise sur une colline. Ils s'y précipitèrent, plusieurs bâtiments brûlaient. Les flammes dévoraient les poutres, les toits s'effondraient avec fracas. Les xylothermes, au milieu, regardaient les crépitements avec leurs yeux de charbon, une lueur de satisfaction brillant dans leurs regards dénués d'intelligence. La ville, Arbonne est attaquée. Ma fille, je dois aller sauver ma fille, s'exclama Évrard. Il s'élança avant d'être rattrapé par Walco. Attends un peu, mais ma fille est probablement là-dedans, en train de rôtir comme une saucisse de Siagria. Je vais aller la chercher. Ça ne servirait à rien, tu vas juste te faire griller sur place. Ils conduisirent la carriole derrière des taillis, à l'abri des regards. Les monstres ne les avaient pas encore repérés. Ces êtres sont énervants car ils mettent le feu partout, mais ils sont assez lents et pas très forts tant qu'on ne les touche pas. Les habitants ont dû avoir le temps de fuir. Comment tu peux en être sûr? On sentirait une odeur de chair brûlée si des gens étaient morts. Un frisson s'empara d'Évrard. Pendant qu'ils discutaient, un groupe de xylothermes s'approchait, mécontent de voir des intrus sur leur terrain de chasse. Et comment on doit se battre contre ces trucs? Demanda Évrard. Il faut les ouvrir en deux pour que les braises à l'intérieur de leur corps s'éteignent, mais ce n'est pas facile. Attention, ils crachent aussi du feu. Ils sont tout petits, ce sera facile. Ça se voit que c'est pas toi qui vas te battre contre eux. Restez dans la carriole, on s'en occupe. Il siffla pour attirer leur attention, puis tira 2 traits avec son arbalète, qui firent mouche mais furent insuffisants pour les stopper. Les paumes pointaient vers les monstres, il incanta un sort de vent assez puissant pour éteindre les braises sans les aviver. Silienne n'était pas en reste. Avec ses tentacules, elle jetait à cadence rapide des pieux sur ses adversaires. Quand elle en avait planté 2, elle utilisait ses mains pour leur ouvrir le torse et amener leurs entrailles de bois à l'air libre, les laissant agoniser tranquillement pendant qu'elle s'occupait des autres. Eh bien, marmonna Évrard en regardant la scène, ils sont tellement violents qu'on va finir par être touché par une braise. Hein, petite? Le vieux marchand se retourna, il n'y avait personne à ses côtés. Petite? Walco en avait éliminé 4 à lui tout seul. En tant que soldat d'élite, il avait l'habitude des combats prolongés, moins du manque de soutien. Ça doit être le dernier. Son souffle était court. Le sort de soin qu'il avait lancé l'avait exténué. Un petit xylotherme, profitant de la confusion et de la fumée, lui sauta au visage. Walco eut tout juste le temps de lui tirer un carreau dans le bras pour l'éloigner. Le monstre était surexcité. Des étincelles jaillissaient de sa bouche, la bûche qui constituait son torse attisait ses charbons ardents par une respiration saccadée, brusque et violente. Walco n'avait plus assez de magie pour le repousser avec un sort éolien. « Silienne, est-ce que tu peux… » Il ne termina pas sa phrase quand il vit que Louette s'approchait du xylotherme par derrière, pensant ne pas être vu et traînant un seau derrière elle. « Non, idiote, c'est très dangereux, ils peuvent cracher du feu !» Le monstre de bois et de feu se retourna, contractant son torse et préparant à cracher l'enfer. Louette, sans se démonter, lui envoya le contenu de son seau d'eau en pleine figure. Le xylotherme s'effondra dans un fracas de craquements et de fumée opaque. « C'est qu'elle se débrouille, ma petite vulpesse aux cheveux d'argent !» s'exclama Silienne en l'ébouriffant. « Faudra quand même qu'on en parle, mais plus tard, » déclara Walco en faisant la moue. « Oui, éteignons le feu pour commencer » ajouta Évrard. Seuls quelques bâtiments étaient en flammes. Les xylothermes n'étaient qu'une douzaine et leur petite taille limitait les dégâts. « C'était pas si pire » déclara Évrard en s'épongeant le front. Le vieillard avait retrouvé de l'entrain, rassuré qu'il était car la maison de sa fille était intacte et il n'y avait aucun corps dedans. Imagine s'il y en avait eu 100, 200, 300. Un nid, c'est 200 individus et on en a tué 13. 14 avec celui de la rivière. C'est donc que les autres…
sont partis à la poursuite des habitants. Il faut les retrouver. Ils cherchèrent dans le village. Les habitants avaient fui dans la précipitation. Les portes étaient encore ouvertes, les chaudrons encore fumant au milieu des tables où la vaisselle était à peine dérangée. Là, il y a des traces. S'exclama Louette. Walco, qui voulait passer pour un expert, se pencha dessus. Ces traces sont mélangées. On peut voir qu'il y a eu de la confusion, mais elles pointent toutes vers la même direction, ce qui veut dire Qu'ils sont partis par là. Pas la peine de crâner, le coupa Évrard. Il lui donna une tape sur l'épaule et ils s'avancèrent sur le chemin. Leur investigation ne fut pas longue. Au bout du dit chemin se trouvait une doline, fruit de l'effondrement d'une ancienne nappe phréatique que l'irrigation avait vidée. La population était réunie au centre, environ 2000 personnes, femmes, hommes et enfants, majoritairement des vulpes, mais aussi des humains et quelques elfes. Ils ne devaient pas s'y trouver depuis plus que quelques heures. Une tête froide avait compris la situation et pris des mesures d'urgence, car personne ne paniquait, pour le moment, mais quand les vivres et l'eau seraient épuisés, la situation deviendrait critique. Les xylothermes les avaient suivis. La pente était trop abrupte pour qu'ils descendent, et les citadins avaient retiré les échelles. Pour autant, ils ne partaient pas. Ils erraient sans but sur le rebord dans l'espoir de trouver un passage. Le petit groupe de Walco s'avança prudemment et se cacha derrière une rangée de chênes. « Là, ils sont là !» s'exclama Évrard. « Chut, je sais, mais tu vas les attirer vers nous. »« Je vois ma fille, elle est juste en bas. » « D'accord, mon vieux, mais arrête de gueuler, on va vraiment se faire repérer. » Qu'on se fasse repérer ou pas, qu'est-ce que ça change? On va pas les affronter? Ça va être compliqué, expliqua Walco. Ils sont 150. Eh ben, pour un soldat d'élite, ça flippe dès qu'on a un peu de nombre, marmonna Évrard. Ouais, c'est pas grand-chose, on va les défoncer, ajouta Silienne. Je vous signale qu'il faudrait un bataillon entier pour s'en débarrasser. Dis tout de suite que tu ne vas pas faire d'efforts. Walco poussa un profond soupir. Il faut qu'on réfléchisse à un plan. Si c'est toi qui t'en charges, on en a pour la journée, s'écria Évrard. Le marchand se retourna vers Silienne et la dévisagea un moment. Et si on s'y met tous, alors on en aura pour la semaine. Walco commença par observer le terrain et dessiner une carte rudimentaire au sol. Au sud de la doline, il y avait des champs irrigués que les nouveaux seigneurs avaient fait construire à grands frais pour augmenter la surface des terres rentables. Ces champs étaient délimités par la forêt à l'ouest. Des norias dans la rivière apportaient l'eau jusqu'au canot. Je ne vois pas quoi faire, et je n'ai pas assez de magie pour les bombarder de sorts. Je peux leur lancer des pieux, abonda Silienne. Et tu ne vas pas en lancer 150 à la fois. On sera réduit en cendres avant d'avoir pu tous les abattre. Et je doute que tu sois capable de viser juste à chaque fois. Et en plus, il faut plusieurs coups pour en tuer un seul, abonda Évrard. Silienne croisa les bras, avança ses lèvres en avant et leur tourna le dos pour bouder. Louette, à quatre pattes, observait le plan avec attention. Il devait y avoir un moyen. Sa queue de renard s'agitait de droite à gauche tandis qu'elle réfléchissait. Et si on les noyait? Si on les plonge dans l'eau, ils seront détruits, proposa-t-elle. C'est une idée, mais comment faire? On ne peut pas les attirer jusqu'à la rivière sans prendre le risque qu'ils nous rattrapent. On peut amener l'eau jusqu'ici. Je connais ces canaux, on peut les bloquer pour que l'eau aille tout droit. Elle se répandrait alors sur le sol, ce ne serait pas suffisant pour noyer les xylothermes. Il faudrait émerger au moins à la moitié de leur corps. Mais si on utilise la doline, si l'eau arrive dans la doline, elle pourra monter jusqu'à les noyer. La petite fille avait bien réfléchi à son plan. Sourcils froncés, Walco croisa les bras et la regarda avec gravité. Je vois que tu as réponse à tout, mais ça implique deux choses. D'une, il faudrait que les xylothermes se trouvent dans la doline, où se trouve aussi la population. Et surtout, il faudra quelqu'un pour les guider jusqu'en bas, ce qui est très dangereux. Je le ferai, répondit Louette du tac au tac. Walco la fixa sans rien dire. C'était plus que dangereux, surtout pour une fillette de 10 ans. Je ne veux plus voir de village détruit par les monstres, dit-elle finalement en serrant le bas de sa jupe avec ses petits poings. La détermination dans les yeux de la fillette acheva de le convaincre. D'accord, tu vas descendre avec Silienne pour guider les xylothermes. Moi et Évrard, on ira relancer les norias. J'imagine qu'on n'a pas le choix, grommela le marchand. Walco, anxieux, chargea son sac sur son dos. Ne t'en fais pas, dit Silienne. Il ne lui arrivera rien. À l'aide d'un de ses tentacules, elle sortit un glaive du sac de Walco. Je te le promets. Walco hésita encore un peu à partir, mais il fut tiré par Évrard. Allez, on se dépêche, il faut d'abord vérifier que tous les canaux vont dans le bon sens. Par de grands gestes, Silienne et Louette attirèrent les xylothermes. Ces petits monstres avaient l'air vifs, mais ils étaient assez lourdeaux. Le temps qu'ils arrivent, elles cherchèrent près de la doline un chemin dans les failles de la roche. Louette progressait contre la paroi, le vide à ses côtés, enjambant les pierres et se tenant aux lierres pour ne pas tomber. Sa queue de renard lui servait de balancier, et avec ses longues oreilles, elle entendait le vent le plus faible siffler contre la roche. Elle adaptait ses pas en conséquence. Les xylothermes la suivaient en rang d'oignons. Silienne, avec ses tentacules, escaladait la paroi plus directement, en s'accrochant aux arbustes qui poussaient entre les interstices. Les monstres ne pouvaient la poursuivre ainsi, et c'était son principal avantage comme son principal inconvénient, car elle ne pouvait les guider jusqu'en bas.
Plus rapide que Louette, elle l'avait dépassé et remarquait que les xylothermes progressaient à la queue leu-leu et dans une position délicate. Et pourquoi on se fait chier? Ils sont vulnérables. Avec une paire de tentacules, elle tira sur une racine et fit s'effondrer un pan de la paroi, entraînant une demi-douzaine de xylothermes qui s'écrasèrent avec fracas au fond de la doline. « Stop !» lui cria Louette. Les xylothermes s'étaient arrêtés, ils hésitaient à continuer. « Si tu les attaques maintenant, ils ne vont plus nous suivre !» s'exclama Louette. La population en contrebas l'avait remarqué, inquiète et étonnée de voir une petite vulpesse se diriger vers eux. « Quelqu'un essaye de nous rejoindre. Des secours ? Non, je ne pense pas, c'est une gamine. » Les regards rivés sur Louette, ils retinrent leur souffle quand elle manqua de tomber. « Attendez, elle est en train d'attirer les monstres. Elle ne les a peut-être pas vus. »« J'en doute. Regardez ses cheveux gris argent, c'est une pestiférée. Et il y a une sirène avec elle. Elle est de mèche avec les monstres. » Silienne descendit encore un peu avant d'être à portée de voix. « Non, attendez, nous attirons les xylothermes au fond de la doline pour les noyer. »« Pour les noyer ? Et nous alors ? Vous voulez nous noyer aussi ? » L'eau ne va pas monter à plus d'1 mètre. Personne ne sera en danger. »« Et si l'eau n'arrive pas, vous allez tous nous tuer. Ouais, pourquoi on croirait une sirène ? Toi aussi, t'es un monstre. T'es avec la petite fourrure d'argent pour causer notre perte. » Une pierre la manqua de peu, et elle dut remonter en catastrophe. « Ouais, c'est ça, barre-toi !» Le cœur de Louette se serra quand elle entendit les cris. Depuis qu'elle était avec Walco, elle avait presque oublié sa condition. Face à la foule, elle était pétrifiée. L'agitateur se préparait à envoyer un nouveau projectile quand une vulpesse arrêta son bras. Elle était petite et avait une énorme tignasse sur la tête, en plus de porter une salopette d'artisan. Sa queue de renard était couverte de fourrure cassis sombre. « Arrête, débile, tu vois bien que c'est notre seule chance. »« Mais oh Ariel, c'est une fourrure grise et il guide les monstres vers nous. Tu préfères mourir ici ? » ?»« Non, je... » »« Alors laisse-les faire. » Il serra les dents et baissa son bras. Les xylothermes étaient agités. Ils voyaient enfin le bout du chemin et comprenaient qu'ils allaient pouvoir tout brûler. L'un d'entre eux, plus grand que les autres, poussa un cri. Plus qu'un cri, il faisait circuler l'air dans son torse pour attiser ses braises, et cela produisait un sifflement strident. Il vomit un enfer de flammes pourpres dans la direction de Louette. Dans un mouvement de désespoir, elle agita les mains pour se protéger le visage, lâchant les racines auxquelles elle se tenait. Silienne était trop loin pour lui venir en aide. Ses tentacules tendus au maximum, elle ne put empêcher sa chute. La fillette allait s'écraser en contrebas. « Louette !» cria Silienne. O'Ariel bondit hors de la foule. Malgré son petit gabarit, elle était rapide, et elle rattrapa Louette avant qu'elle ne touche le sol. « Ça va ?»« Oui, » murmura Louette. Elle sentait O'Ariel la serrer dans ses bras. Elle n'osa pas bouger. C'était la première fois dans ses souvenirs qu'une autre vulpesse la touchait sans lui porter un coup. « Écartez-vous de la paroi, on va lâcher la flotte !» hurla Silienne. À l'aide de ses tentacules, elle jeta un pieu au bout duquel elle avait attaché un tissu noir. De l'autre côté des champs, Walco et Évrard étaient encore en train d'inspecter les norias. « Écoute mon garçon, c'est pas toi qui vas m'apprendre comment fonctionne une roue à aube. C'est pas avec un travail de cochon pareil que tu obtiendras un bon rendement. »« Depuis quand tu t'y connais en roue à aube ? Je croyais que ton domaine c'était la vente de bibelots. »« C'est pas des bibelots, petit con. De toute façon, on s'en fout du rendement, on a juste besoin de... Ah, voilà le signal. » Walco sauta à pieds joints sur un levier, libérant d'un coup le mouvement des roues. Une véritable vague dévala la pente des canaux de bois, et quand elle buta contre l'extrémité des champs, elle se déversa en cascade dans la doline. La panique se répandit parmi les xylothermes. L'eau pénétrait dans leurs interstices. Les flots les projetaient contre les pierres et leur bois éclatait à cause de la chute brutale de température. Les plus chanceux tentèrent de se mettre à l'abri au centre, mais les habitants, ragaillardis par la tournure des événements, les repoussèrent avec des bâtons. Le niveau d'eau ne leur arrivait pas à la taille que tous les monstres avaient déjà péri. Silienne signala la fin des combats et les norias furent arrêtés à nouveau. « On a survécu !» s'exclamèrent les citadins, portant Louette et Silienne en triomphe. « On va fêter ça !» ajouta le paysan qui quelques instants plus tôt avait tenté de les lapider. « Qu'on retourne au village et qu'on sorte les meilleures bouteilles. On va aussi griller 10 cochons entiers. Non, 20. C'est probablement déjà fait !» s'exclamèrent d'autres citadins en rigolant. Il n'y a pas que nous, tenta Louette. La foule heureuse sortit de la doline dans une ambiance de fête. Ils retrouvèrent Arbonne en meilleur état que ce qu'ils imaginaient, et en apprenant que les aventuriers avaient aidé à éteindre l'incendie, ils ne purent tarir d'éloges à leur égard. Évrard et Walco les attendaient sur la place centrale. Le mercenaire, qui n'était pas timide quand on le complimentait, était aux anges. Aux yeux des jeunes filles de la ville, il brillait comme un héros magnifique, et il comptait bien en profiter. Quant au marchand, il cherchait sa fille. « Oh Ariel !» s'écria-t-il quand il la vit, et il la prit dans ses bras. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda la jeune femme. « Je voulais te voir depuis quelques jours, mon départ a été délayé à cause des monstres. J'ai enfin trouvé une solution. »
Il expliqua toute la situation à sa fille, de son attente dans la taverne de Bréant, sa rencontre avec Walco jusqu'à l'arrivée à Arbonne. Ariel l'écoutait, les bras croisés et les sourcils froncés. « Attends, tu me dis que tu as fait tout ce foin et tu as embêté une pauvre petite fille juste pour venir me voir ?»« Mais ma puce, je... » tenta de s'excuser le vieux marchand. « Allons, sans ça, on ne serait jamais arrivé à temps pour sauver la ville, » dit Walco, une jeune femme à chaque bras. « C'est pas faux, mais quand même, » répondit Ariel. « Je sais, viens avec moi, petite. » Elle entraîna Louette par la main vers le quartier des artisans. Walco ne put la suivre car il se voyait saisi par les tentacules d'une silène fort marie de son comportement volage. L'atelier de Ariel était rempli de balles de coton, de peaux, de tissus en tout genre, et surtout de fils, d'aiguilles, bref, de tout le nécessaire pour coudre. « Tu aimes les pluches ?» demanda l'artisane pendant qu'elle fouillait dans un coffre. « Oui, mais à Savara, c'est trop cher. »« Je sais. Car c'est ici qu'on les produit, moi et mes assistantes. Et celles de Savara sont pas vraiment terribles, si tu veux mon avis. » Elle sortit enfin une grosse peluche représentant un homme chat grassouillet, aux cheveux longs, portant une cape rouge, arborant une face ronde et joviale, avec un grand sourire béat. « Pufflune, le dieu de la fête et des mandragots. Tu connais, c'est ma dernière création. Elle est à toi. » « C'est vrai ?» La fillette s'empressa de serrer sa peluche contre elle. Elle était toute molle, toute douce. « Même si tu la serres fort, elle reprendra toujours sa forme initiale, » indiqua Ariel. « Merci beaucoup. » Le soir même, un grand banquet fut organisé par les habitants. Le feu ayant laissé un mauvais souvenir, on s'éclaira uniquement avec des pierres magiques, chères et rares et qu'on utilisait surtout en cas d'urgence. Leur faible lumière bleue, jaune, rouge, verte projetait des moires sur les visages des joueurs de flûte et de tambourin. Des enfants jouaient avec Louette, en majorité des petits humains et des mandragots, mais quelques vulpes osaient s'approcher d'elle. Courant dans tous les sens, ils s'amusaient à faire des ombres chinoises. Ariel leur avait donné des patrons de sa confection. Au milieu d'un cercle de vieux ouvriers déjà bien éméchés, Silienne descendait cul-sec un tonneau entier de bière. À l'écart, Walco regardait la scène, accoudé contre le comptoir. « Elle est mignonne, ta fille. Comment elle s'appelle déjà ?»« Tu veux vraiment t'en prendre une ?» répondit Évrard. « Allons, on a quand même fait beaucoup plus que notre contrat de base. » Évrard poussa un soupir et fouilla dans ses poches. « Voilà la clé de ma chambre. Tu transmettras mes amitiés à Bréant. » « Ouais. J'aurais bien aimé une petite récompense supplémentaire. » Le retour se fit plus long car les chevaux dopés d'Évrard n'étaient plus à disposition. Mais selon Silienne, c'était pour le mieux. Elle n'eut à vomir que 2 fois quand Walco accéléra la cadence pour amuser Louette. L'aller-retour leur avait pris une semaine entière. Ils rentrèrent à la taverne fatigués de leurs aventures, mais heureux d'avoir enfin obtenu ce pourquoi ils l'avaient commencé. « J'étais persuadé que tu t'es fait arrêter !» s'exclama Timar, une chope à la main. « Et sur quel motif ?»« Enlèvement d'enfant. » « Je t'ai déjà dit que Louette était avec moi par décision de la duchesse. » Allons, coupa Bréant, ne vous battez pas à peine rentré. Regardez, un client est venu des royaumes tervinges et m'a laissé une nouvelle recette. Vous en direz des nouvelles. La vue des assiettes suffit à faire retomber la tension. Les panzerotti étaient des chaussons frits garnis de mozzarella, de jambon, de purée de tomates, d'huile d'olive et de capre. Louette les engloutit en un rien de temps. Repue, elle somnolait sur sa chaise. « Je crois qu'il est temps d'aller dormir dans notre nouvelle chambre !» s'exclama Walco, tout content. Silienne souleva la petite vulpesse avec ses tentacules et ils montèrent à l'étage. L'ancienne chambre d'Évrard était la plus vaste de l'auberge. 3 pièces, dont une salle d'eau et une penderie. Chacun son lit, enfin des nuits paisibles. « Y a pas comme un problème ?» demanda Walco alors qu'ils étaient toujours 3 dans la même couche. « J'aime bien dormir avec toi » murmura Louette, lovée contre lui. « On peut pas rester ?» demanda-t-elle, le fixant de ses pupilles orangées. Bon, mais pour ce soir seulement. Et toi, tu peux dégager, » dit-il à Silienne qui dormait déjà, la bouche ouverte et un filet de bave qui en sortait. « Juste pour cette nuit, » dit-il en serrant les dents.